Les sociales de KPMG. Le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des sociales de KPMG, le rendez-vous radiophonique dédié au droit social pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale et mettre en perspective les changements de l'environnement légal et jurisprudentiel. Nous sommes le vendredi 17 janvier 2025. Au micro, Alban Eglinger, associé en charge du droit social chez KPMG Avocats, et Xavier Carcin, avocat, membre du conseil scientifique de KPMG Avocats. Bonjour Xavier. Bonjour Alban, bonjour à toutes, bonjour à tous. Au nom des équipes de KPMG Avocats et de Radio KPMG, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission consacrée au télétravail. En effet, l'explosion de ce mode d'organisation du travail après la pandémie de Covid a fait apparaître des problématiques inédites et engendré des contentieux, donnant lieu à plusieurs décisions notables au cours de l'année 2024. Il est donc opportun de faire le point sur ces contentieux émergents et de rappeler les aspects essentiels à surveiller par les entreprises lorsqu'elles autorisent leurs salariés à télétravailler. Vous avez le programme, c'est parti. Le télétravail désigne toute forme d'organisation dans laquelle des missions qui auraient pu être exécutées au sein des locaux de l'entreprise sont effectuées par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il faut, à cet égard, rappeler, Xavier, que le développement de ce mode de travail ne date pas des confinements de 2020, mais est avant tout lié à l'amélioration constante des systèmes d'information et de communication depuis le début des années 2000. La réglementation est d'ailleurs antérieure à la pandémie. Tout à fait, Alban. Après avoir fait l'objet d'un accord national interprofessionnel en 2005, le télétravail a été introduit dans le Code du travail par une loi du 22 mars 2012. Le régime du télétravail, fixé à l'article L. 1222-9 du Code du travail, a ensuite été remanié par une ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail. Ces dispositions n'ont pas été modifiées depuis et n'ont notamment pas évolué à la suite de la pandémie de Covid-19. Un accord national interprofessionnel relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail a néanmoins été conclu le 24 novembre 2020. Effectivement, l'objectif était de tirer les premiers enseignements de la diffusion du télétravail en raison de la pandémie. Toutefois, cet accord ne pose aucune règle nouvelle et est avant tout un guide de bonne pratique. Ce mode d'emploi, que vous aviez présenté, Alban, dans l'émission des sociales du 28 janvier 2021, que les auditeurs peuvent encore écouter, n'a pas tranché un certain nombre de problématiques sur lesquelles les représentants des employeurs et ceux des salariés pouvaient être en désaccord. Si elle n'a pas entraîné de modifications législatives, la pandémie a conduit des millions de salariés à découvrir le télétravail et apprécier ce mode d'organisation du travail. Le télétravail limite les temps de déplacement et permet de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle. Il peut, lorsqu'il est maîtrisé, présenter certains avantages pour l'entreprise en termes de coûts et de productivité. La pratique du télétravail régulier s'est donc massivement diffusée. Alors que l'on estime qu'environ 40% des emplois sont éligibles au télétravail, la part des salariés pratiquant le télétravail en France est passée de 9% à plus de 30% entre 2019 et 2024. Cette explosion n'a pas tardé à mettre en évidence certaines difficultés concrètes liées à ce mode de travail et a pu générer de nouveaux contentieux. Une telle situation était inévitable, Alban, d'autant plus que le cadre légal du télétravail reste lacunaire et est fondé sur le principe d'une identité de situation entre le télétravailleur et le salarié qui travaille dans les locaux de l'entreprise pour ce qui est des règles applicables et des droits des salariés. Les dispositions du Code du travail ne tiennent pas compte de certaines particularités liées à l'accomplissement du travail en dehors de l'entreprise, dans un endroit choisi par le salarié, ce qui les rend, à certains égards, inadaptés. C'est la raison pour laquelle, si les décisions de justice relatives au télétravail étaient jusqu'alors rarissimes, ces décisions se sont multipliées ces 2 dernières années. Oui, et on observe schématiquement 3 grandes problématiques. La première concerne les conditions de mise en place du télétravail, notamment celle de l'existence d'un droit du salarié au télétravail et de sa liberté de choisir l'endroit à partir duquel il télétravaille. La deuxième problématique concerne la détermination des conditions de travail du salarié en télétravail, qu'il s'agisse de la durée du travail, du respect des règles de santé et sécurité au travail, et plus généralement des possibilités de contrôle par l'employeur de l'activité du télétravailleur. La troisième problématique est relative aux avantages dont bénéficie le télétravailleur. Quels frais doivent être pris en charge par l'employeur ? Le salarié qui télétravaille doit-il systématiquement bénéficier des mêmes avantages que le salarié travaillant dans les locaux de l'entreprise ?
Nous allons donc évoquer ces différents sujets en commençant par la question de la mise en place du télétravail. Cette mise en place peut-elle être constitutive d'un droit ou au contraire d'une obligation pour le salarié? Ni l'un ni l'autre, Alban. En principe, le télétravail n'est ni un droit ni une obligation, et ce, pour aucune des parties au contrat de travail. S'agissant du salarié, la Cour de cassation juge depuis un arrêt du 7 avril 2010 que l'occupation de son domicile à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée et qu'il ne peut jamais être contraint de travailler à son domicile ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail. Le télétravail doit donc toujours être consenti par le salarié. S'agissant de l'employeur, celui-ci reste libre de déterminer les modalités de fonctionnement et d'organisation du travail au sein de l'entreprise. La mise en place du télétravail ne peut pas lui être imposée. Sur ce point, il est jugé qu'en l'absence d'accord collectif, de charte ou de dispositions contractuelles en ce sens, le salarié ne peut se prévaloir d'aucun droit au télétravail. La Cour d'appel de Toulouse a par exemple jugé, dans un arrêt du 29 mars 2024, que commettait une faute grave le salarié qui prétendait imposer un télétravail à l'employeur et refusait de venir exécuter son travail en présentiel. Vous venez de l'évoquer, Xavier. La mise en œuvre du télétravail dans l'entreprise peut se faire par un accord collectif ou par une charte d'entreprise. Les entreprises ont-elles intérêt à prendre de telles normes? Le télétravail est un mode de travail perçu comme un avantage pour les salariés et peut être un outil déterminant de recrutement ou de fidélisation du personnel. En cas de mise en œuvre réussie, le télétravail peut favoriser un regain de productivité. Toutefois, ce mode de travail comporte, s'il n'est pas mis en place de manière préparée et réfléchie, des risques importants pour l'entreprise. D'une part, en ce qu'il peut être un facteur de désorganisation et d'éclatement de la collectivité de travail. D'autre part, en ce qu'il peut générer des risques psychosociaux liés à des situations d'isolement ou de mauvaise gestion de la charge de travail. La négociation d'un accord ou la rédaction d'une charte par l'employeur va permettre d'identifier les critères d'éligibilité au télétravail et de déterminer ses conditions d'exercice. Cela permet de prévenir en amont les difficultés et de favoriser une utilisation optimale de cette forme de travail. Mais Xavier, l'accord d'entreprise ou la charte n'ont-ils pas comme inconvénient de présenter un caractère contraignant pour l'employeur? Pas vraiment, Alban. L'absence de normes n'est pas synonyme de liberté et de sécurité pour l'employeur. Les décisions arbitraires en matière de recours au télétravail sont généralement mal acceptées par les salariés, mais également par les juges. On peut ici se référer, par exemple, à un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 10 septembre 2021, ayant jugé qu'un employeur ayant laissé une salariée télétravailler pendant plusieurs mois à la suite de son retour de grossesse ne pouvait pas, en l'absence de tout cadre juridique, imposer à la salariée un retour en présentiel. L'accord ou la charte encadre objectivement le recours au télétravail et permet donc de justifier beaucoup plus facilement les décisions patronales sur ce sujet, notamment les décisions de refus ou les décisions de retour en présentiel. Le caractère contraignant de ces normes collectives doit en outre être relativisé dans la mesure où sont systématiquement prévues des clauses dites de réversibilité, qui permettent à l'employeur d'imposer un retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. La Cour d'appel de Versailles a récemment jugé, dans un arrêt du 1er février 2024, qu'un salarié ne pouvait pas s'opposer à la mise en œuvre d'une clause de réversibilité régulièrement prévue. Si elle est recommandée, au moins dans l'hypothèse d'un recours habituel au télétravail pour un nombre significatif de salariés, l'existence d'un accord collectif ou d'une charte n'est pas pour autant impérative. L'article L1222.9 prévoit en effet qu'en l'absence d'accord d'entreprise ou de charte, le salarié et l'employeur peuvent convenir de recourir au télétravail et formalisent leur accord par tout moyen. À notre sens, dans cette hypothèse, deux situations doivent être distinguées. Si le recours au télétravail doit présenter un caractère habituel, il est recommandé de formaliser l'accord des parties par un écrit indiquant les conditions de télétravail et de réversibilité. Si le recours au télétravail est purement occasionnel, l'accord des parties peut être beaucoup moins formel et résulter, par exemple, d'un simple échange de courriel. Pour terminer sur cette question de l'absence de télétravail imposé, on peut se demander si ce principe ne connaît pas d'exception. On pense ici immédiatement, Xavier, à l'obligation qui a été faite de mettre en place le télétravail quand cela a été possible au cours des périodes de confinement de 2020. En effet, Alban, il faut signaler que dès 2017, le législateur a prévu la possibilité d'imposer le recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d'épidémie ou en cas de force majeure, et ce, à condition que cela soit nécessaire pour permettre la continuité de l'entreprise et garantir la protection des travailleurs. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 29 mars 2023, que l'employeur était tenu d'envisager un aménagement de poste en télétravail pour des raisons liées à l'état de santé du salarié, en cas de préconisation en ce sens de la part du médecin du travail. Et ce, même dans l'hypothèse où le télétravail n'existe pas dans l'entreprise.
Venons-en maintenant à la détermination des modalités de télétravail. Le Code du travail vise toute situation dans laquelle le salarié exécute une prestation qui aurait pu être effectuée dans les locaux de l'entreprise hors de ces locaux. Cela signifie-t-il que le salarié autorisé à télétravailler est totalement libre de choisir le lieu à partir duquel il exerce son activité? Il est vrai que le télétravail ne s'exerce pas nécessairement au domicile du salarié. Il s'accomplit par exemple fréquemment dans des espaces de coworking. Dans la plupart des cas, le lieu d'accomplissement du télétravail ne pose pas de réelles difficultés. Le point crucial pour les entreprises est en réalité celui de l'utilisation par les salariés des outils numériques et de la mise en place de systèmes d'information conformes au RGPD et qui permettent d'éviter toute fuite de données. Le choix du lieu de télétravail peut toutefois s'avérer problématique dans l'hypothèse où le télétravailleur choisit de résider dans un lieu très éloigné de l'entreprise, plus particulièrement lorsque le salarié entend accomplir son travail depuis l'étranger. Pour quelles raisons le télétravail depuis un pays étranger appelle-t-il une vigilance particulière de la part de l'employeur? S'il présente un caractère durable, le télétravail à l'étranger est susceptible de modifier le lieu habituel de travail du salarié et, par voie de conséquence, de générer des contraintes pour l'entreprise en termes d'immigration. La possibilité de travailler durablement dans certains États hors UE suppose l'établissement de déclarations ou l'obtention d'autorisations préalables par l'entreprise. En matière de législation applicable, puisque la relation de travail a vocation à être régie par la loi du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. En matière d'affiliation à la sécurité sociale, puisque l'employeur doit en principe affilier le salarié au régime de sécurité sociale du pays où il travaille habituellement. En matière fiscale, dans la mesure où l'exercice par le salarié de son activité professionnelle à l'étranger peut, dans certaines conditions, avoir pour effet de soumettre l'entreprise à certaines obligations déclaratives. On ajoutera que le télétravail à l'étranger entraîne également des difficultés en matière de respect de la législation sur les données personnelles, de sécurité, de protection sociale complémentaire ou encore d'assurance. On comprend donc qu'au-delà des contraintes d'organisation liées à l'éloignement, l'activité habituelle du salarié depuis l'étranger a des implications qui doivent être anticipées par l'entreprise. Les risques encourus interdisent qu'une telle situation puisse être mise en place sans l'accord de l'employeur. C'est d'ailleurs ce qui a jugé le Conseil de prud'homme de Paris dans un jugement remarqué du 1er août 2024. Dans cette affaire, Alban, la salariée avait été embauchée en 2019 sans que son contrat de travail ne prévoie de possibilité de télétravail. Le télétravail avait été mis en place par l'entreprise en 2020 et 2021 en raison des circonstances exceptionnelles liées au Covid. L'employeur avait alors autorisé les salariés à travailler depuis l'étranger, sous réserve d'un décalage horaire avec la France limité à 2 heures, et de communiquer leur résidence provisoire. La salariée s'était installée au Canada sans en informer l'employeur. L'employeur ne s'est rendu compte de cette situation qu'au terme des périodes de confinement, lorsque la salariée a refusé de revenir en présentiel. Il l'a alors licenciée pour faute grave. Le Conseil de prud'homme de Paris a confirmé l'existence d'une faute grave. La décision a ceci de remarquable que le jugement ne se fonde pas seulement sur le refus de la salariée de revenir travailler en présentiel, mais se fonde sur les risques que la salariée avait fait courir à l'entreprise en travaillant depuis le Canada à l'insu de l'employeur. Cette dissimulation est constitutive d'une faute justifiant le licenciement. Même s'il s'agit d'une simple décision du Conseil de prud'homme, il nous semble que la solution est difficilement contestable. On doit, pour conclure ce sujet, conseiller aux entreprises de se prémunir contre le développement de telles situations en fixant des règles claires au sujet du lieu d'exercice du télétravail. Abordons maintenant, Xavier, la question des conditions de travail, et tout d'abord celle du respect des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité du salarié. Ces règles font-elles l'objet d'un aménagement en cas de télétravail, Xavier? Il s'agit sans doute de l'un des points sur lesquels le régime légal du télétravail est incomplet. Le Code du travail ne prévoit aucune disposition sur ce sujet et postule donc que le salarié en télétravail a les mêmes droits que celui qui travaille dans les locaux de l'entreprise. Pourtant, un certain nombre de règles de sécurité liées à la configuration des locaux de travail ne peuvent pas être appliquées au télétravail. Par ailleurs, l'employeur ne dispose d'aucun moyen de contrôler de manière effective la sécurité du lieu de travail du salarié qui travaille à son domicile. Un certain nombre de règles légales sont donc inapplicables au télétravail. Il est cependant certain qu'en vertu de son obligation générale de sécurité, l'employeur est tenu d'évaluer les risques spécifiques liés à la mise en place du télétravail. On pense par exemple ici aux situations d'isolement ou de surcharge de travail qui peuvent générer des risques psychiques. Et il doit, dans ce cas, prendre des mesures de prévention. S'agissant précisément des risques professionnels, quel est le régime des accidents survenant au cours d'une période de télétravail? On doit d'abord préciser, Alban, que tous les emplois ne sont pas éligibles au télétravail et que le télétravail concerne essentiellement des emplois de bureau, traditionnellement peu accidentogènes.
Les accidents en télétravail sont donc statistiquement marginaux. Le sujet n'a pas fait l'objet d'une réflexion approfondie de la part du législateur, qui s'est contenté d'indiquer que l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail, pendant l'exercice de l'activité professionnelle du travailleur, est présumé être un accident du travail. Plusieurs cours d'appel ont rendu des décisions sur ce sujet très récemment. La Cour d'appel d'Amiens a, dans un arrêt du 1er septembre 2024, jugé que constituait un accident du travail la chute d'une salariée dans son escalier alors qu'elle commençait sa pause déjeuner, qui est assimilée à une période de travail. En revanche, la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a, dans un arrêt du 4 mai 2023, jugé que la chute faite par un salarié en télétravail devant l'entrée de son domicile n'est pas un accident du travail dès lors qu'elle était survenue à l'extérieur du lieu de télétravail. La Cour d'appel de Rouen a quant à elle refusé, dans un arrêt du 26 avril 2024, de prendre en charge l'accident du salarié, un jour de télétravail, au motif que le salarié n'avait pas badgé électroniquement, comme il était tenu de le faire, et qu'il n'était donc pas possible de déterminer si l'accident était survenu pendant le temps de travail. On s'aperçoit que les règles de prise en charge ou de refus de prise en charge ne dépendent pas du risque réel lié à l'activité professionnelle du salarié en télétravail et ne sont donc pas tout à fait pertinents. On peut là encore espérer une évolution sur le sujet. Vous venez, Xavier, d'évoquer les pratiques de badgeage. Le télétravail a-t-il un impact sur les règles relatives à la durée du travail? Peut-être extrêmement bref sur ce point, Alban, les règles relatives à la durée du travail ne font l'objet d'aucun aménagement lorsque le salarié est en télétravail. L'employeur doit contrôler la durée du travail et être en mesure de justifier des horaires effectués par le salarié. Ce contrôle de la durée du travail à distance est une question fondamentale que doit se poser l'employeur préalablement à la mise en œuvre du télétravail. L'article L 1222.9 précise d'ailleurs à ce sujet que l'accord d'entreprise ou la charte élaborée par l'employeur doit prévoir, d'une part, les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail, et d'autre part, la détermination des plages horaires pendant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié. S'agissant du contrôle de l'activité du salarié en télétravail, l'employeur peut-il utiliser les technologies de l'information et de la communication pour prétendre surveiller le salarié pendant les périodes au cours desquelles il est censé travailler? Peut-il, par exemple, utiliser des systèmes audio ou vidéo lui permettant de s'assurer de la présence du salarié derrière son écran, ou encore des keyloggers, logiciels enregistrant l'ensemble des frappes sur le clavier d'ordinateur? L'employeur ne peut pas utiliser des procédés aussi intrusifs. L'employeur ne peut mettre en œuvre un dispositif de surveillance qu'à la condition, d'une part, qu'il soit porté préalablement à la connaissance du salarié, et d'autre part, que ces dispositifs ne portent pas une atteinte injustifiée ou disproportionnée aux libertés du salarié, notamment son droit à la vie privée. La CNIL a, dans des règles de bonne pratique en matière de télétravail publiées sur son site internet, rappelé la prohibition de dispositifs instaurant une surveillance permanente et disproportionnée. De manière plus générale, le télétravail est un nouveau mode de travail supposant une certaine autonomie du collaborateur et dont la réussite repose en grande partie sur la confiance. L'accord national interprofessionnel du 24 novembre 2020 insiste sur le fait que le télétravail implique une évolution des méthodes de management et une formation des managers aux modalités de management à distance. Il nous faut maintenant évoquer la question des avantages dont doit bénéficier le télétravailleur. La mise en place du télétravail engendre un certain nombre de coûts dont on peut supposer, Xavier, qu'ils sont supportés par l'employeur. Il n'y a sur ce point, Alban, aucune spécificité du télétravail. Il est en effet constant en droit du travail que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés. Il peut être opportun, pour éviter toute difficulté, de régler cette question dans l'accord collectif, la charte ou l'accord des parties relatif à la mise en œuvre du télétravail. Le télétravailleur peut-il prétendre à une indemnisation particulière du fait qu'il occupe son domicile à des fins professionnelles? La Cour de cassation n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la question, mais cela n'est pas certain, Alban. En effet, la jurisprudence ne reconnaît un tel droit que pour des salariés itinérants, contraints d'utiliser leur domicile à des fins professionnelles et qui ne disposent pas d'un espace de travail mis à leur disposition dans les locaux de l'entreprise. Cela n'est pas le cas des télétravailleurs, ou à tout le moins de la plupart d'entre eux qui peuvent venir travailler dans les locaux de l'entreprise. À la suite de la pandémie du Covid-19 et du développement du télétravail, de nombreux actifs ont choisi de changer de résidence et d'aller vivre assez loin de leur lieu de travail. Confronté à un tel choix, l'employeur est-il tenu de prendre en charge les frais de transport du salarié dans une telle hypothèse, et peut-il, le cas échéant, plafonner cette prise en charge? Il faut d'abord préciser, Alban, que la loi ne prévoit pas un principe général de remboursement par l'employeur
des frais de transport des salariés. L'obligation de prise en charge est plus limitée et concerne les abonnements de transport en commun dont l'employeur doit prendre en charge la moitié. Il est vrai que l'éloignement permis par le télétravail a pu augmenter considérablement le prix de certains abonnements et que cette situation n'a pas été prise en compte par le législateur. Certaines entreprises ont pu envisager d'instaurer des plafonnements dans l'accord collectif ou la charte. Il n'est toutefois pas certain que de tels plafonnements, qui ne sont pas prévus par le Code du travail, soient admis. Saisie d'un contentieux sur la question, la Cour d'appel de Paris a, dans un arrêt du 14 septembre 2023, jugé que la loi ne conditionnait le remboursement partiel de l'abonnement à aucun critère de proximité ou d'éloignement géographique, de sorte que l'employeur ne pouvait pas refuser ou limiter le remboursement. Il y a peut-être là encore un point qui devrait faire l'objet d'une adaptation législative. On l'a évoqué, le Code du travail prévoit que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui travaille dans les locaux de l'entreprise. Cela signifie-t-il que le travailleur doit systématiquement bénéficier des avantages accordés aux salariés travaillant en présentiel ? S'agissant de l'octroi d'un avantage particulier, le principe d'égalité de traitement ne s'applique que pour autant que les salariés sont placés dans une situation identique au regard de l'objet de l'avantage attribué. Ainsi, si le télétravailleur a en principe vocation à bénéficier des mêmes avantages que celui qui travaille dans les locaux de l'entreprise, il en va autrement lorsque ces avantages ont pour objet de prendre en compte une sujétion particulière liée à l'accomplissement du travail dans l'entreprise. Dans une telle hypothèse, le télétravailleur qui ne subit pas la sujétion n'est pas dans une situation identique à celle du salarié qui travaille dans l'entreprise et ne peut donc pas prétendre à l'octroi de l'avantage. Cela a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2024 s'agissant d'une indemnité versée aux salariés travaillant sur site en raison de la fermeture du restaurant d'entreprise. Elle a jugé que l'indemnité de cantine fermée, ayant pour objet de compenser la perte du service de restauration d'entreprise offert aux salariés présents sur les sites de l'entreprise, les salariés en télétravail qui n'étaient pas présents dans l'entreprise et ne subissaient donc pas cette perte, ne se trouvaient pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur le site, ont été privés de ce service. Qu'en est-il de l'octroi de tickets restaurants ? Il existe sur ce point une certaine confusion liée à une position du ministère du Travail qui, dans la précipitation, à la suite de la pandémie, avait indiqué que les télétravailleurs pouvaient bénéficier des tickets restaurants. Plusieurs juridictions de première instance ont été saisies de la question et ont rendu des décisions dans des sens différents. En réalité, tout dépend de l'objet de l'avantage. Si l'entreprise accorde des tickets restaurants pour permettre aux salariés de se restaurer lorsque son horaire de travail comprend un repas, il n'y a aucune différence entre le télétravailleur et le salarié qui travaille dans les locaux de l'entreprise. Si au contraire, les tickets restaurants ont pour objet de prendre en compte le surcoût subi par un salarié contraint de se restaurer hors de son domicile, le télétravailleur qui ne subit pas cette sujétion devrait être privé de l'avantage. Là encore, on ne peut que conseiller aux entreprises de traiter en amont cette question délicate dans l'accord ou la charte mettant en place le télétravail afin de prévenir toute difficulté. Merci Xavier pour ce panorama des difficultés et des contentieux générés par le développement du télétravail. Les équipes de KPMG Avocats sont à la disposition des entreprises pour les conseiller et les assister sur ces problématiques. Cette édition des sociales de KPMG touche maintenant à sa fin et nous espérons qu'elle a répondu à vos attentes. Nous vous retrouverons avec grand plaisir en mars prochain. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, vous pouvez consulter nos publications sur le site internet et vous abonner au compte LinkedIn de KPMG Avocats. Et bien sûr, n'hésitez pas à écouter les précédents numéros des sociales, mais aussi les différentes émissions proposées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. À bientôt sur nos ondes. Les sociales de KPMG. Une émission de Radio KPMG.